Et bienvenue à tous à Pas le temps de jouer épisode 7, c'est l'épisode du mois de novembre, bon, tout sort en fin novembre, mais c'est celui de novembre. Pas le temps de jouer, c'est quoi? C'est le podcast des explorateurs du backlog, on revient sur nos jeux qu'on a achetés sous Steam pendant les soldes, d'ailleurs c'est les soldes de Steam en ce moment, profitez-en. Donc on reprend des jeux parce qu'on n'a pas vraiment le temps de jouer avec notre vie actuelle, donc je suis avec mon acolyte Bruno, tu vas bien? Mais très bien, et toi? Bah écoute, ça va, j'ai un peu une petite angine, ça s'entendra peut-être un petit peu à la voix, mais ça va plutôt pas mal. C'est un peu le podcast, tu vois, où on boit du thé, quoi. Oh, pour toi, hein. Moi je suis au café. Ah d'accord, oui, mais c'est le podcast des boissons chaudes, hein. Il y a des autres podcasts qui boivent de la bière, etc., mais ça fera un peu trop cliché, quoi. Ça vient un peu trop à la norme. Bon, alors en ce mois de novembre, tu vas nous parler de quoi? Eh ben je vais parler de jeux récents, dis donc. Incroyable. Incroyable. Non mais ça j'y crois pas. Bah pourtant, il y a un jeu qui est même sorti dans le mois d'octobre, tu vois, et un autre qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. Je vais parler de Luigi's Mansion 3 et de A Plague Tale Innocence. Ah, donc on est en train de me dire que c'est nul le podcast, on a quand même eu un peu de temps de jouer quand même, parce que... Oui, mais c'est des jeux pas très longs, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Et puis sur Switch, ça compte pas. Oui, c'est plus Pour l'un pratique des pour y jouer, effectivement. Bah écoute, super, je suis assez curieux, surtout pour le Plague Tale parce que ça me tente bien, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses en détail. Pour ma part, je vais enfin parler de Nier Automata, donc un jeu qui est sorti il y a maintenant plus de 2 ans. Super jeu, donc on va en parler en détail. Bah écoute, je te propose qu'on commence, hein. C'est parti ? Oui, c'est parti. Bon, je me suis peut-être un peu avancé pour l'épisode de novembre, puisqu'il sortira probablement la première semaine de décembre. Donc, pour nos 4 auditeurs, ce sera 2 épisodes pour le mois de décembre. Du coup, tu nous parles de Luigi's Mansion 3 sur Switch, qui vient de sortir, et A Plague Tale, qui est sorti il y a quelques mois. Jeu de chez Asobo. Oui, à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux. Bah écoute, vas-y, je t'écoute. Ouais, alors je vais commencer par Luigi's. Alors Luigi's, c'est marrant parce que c'est un jeu... Pour les vieux joueurs, quand même, c'est la suite d'un jeu de lancement de la GameCube, et puis un jeu de lancement qui avait un peu donné l'image de la console, je trouve. Luigi's Mansion, c'était un jeu qui était très ambitieux graphiquement, qui était très beau, c'était vraiment une vitrine technologique pour la console. Ouais, j'ai des bons souvenirs. Ouais, mais il était très court, et surtout, tout le monde voulait un Mario, quoi. Et ils avaient sorti Luigi's Mansion, ça avait fait un peu bizarre à tout le monde, et c'était vraiment un jeu que tu bouclais en 2-3 heures, je crois. Donc... Oh, c'est un jeu très rapide, hein. C'était vraiment une petite claque un peu de sortie. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'était jeu apéritif. Ouais, quoi. ça sentait un peu le projet rushé pour avoir un truc au lancement, quoi. Et pas finalisé, donc... Moi, celui-là, j'ai très peu de souvenirs, pour être honnête. Je sais que je l'avais fait à l'époque, mais voilà, pas plus que ça. Et puis, du coup, ils ont laissé dormir le truc pendant très longtemps. Ils ont sorti un 2 sur 3DS par un studio canadien que j'ai fait et qui était pas mal, qui a amélioré plein de choses, mais qui avait des côtés un peu redondants, tu vois, avec du gameplay qui se renouvelait pas et qui était un peu du remplissage beaucoup. Qui faisait que je suis même pas sûr de l'avoir fini, je pense que j'avais dû faire 80-90% du jeu, mais à un moment j'avais arrêté, quoi. Mais qui était sympa, j'avais un bon souvenir de ça. Et quand le 3 est sorti, donc là sur Switch, j'étais curieux, j'ai vu les retours de la presse qui étaient plutôt positifs, donc je me suis laissé tenter. Et bah écoute, très bonne surprise. C'est un jeu qui est beaucoup plus maîtrisé justement que le 2. Et à la fois, je vais en parler en détail, il y a des choses que j'ai pas compris dans le jeu. Parce que, en fait, j'ai dû me battre pendant tout le jeu avec ses contrôles. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant, je trouve, surtout pour un jeu Nintendo. Ouais, pour un jeu Nintendo. Mais il est développé par Nintendo? Non, c'est le même studio qui avait fait le 2. C'est un studio canadien. Et je comprends pas. Je comprends pas le schéma de contrôle qu'ils ont implémenté dans ce jeu-là. Alors pour donner rapidement comment ça fonctionne, c'est un jeu en troisième personne, tu diriges Luigi, alors avec une caméra plus ou moins fixe, hein, ça dépend des scènes, mais en gros ça change pas grand-chose. Le déplacement du personnage n'est pas le problème. Le problème c'est que tu vas diriger un aspirateur,
puisque tu fais la chasse aux fantômes, donc un peu à la Ghostbusters, tu dois les aspirer. Et quand tu appuies sur soit aspirer, soit souffler avec ton aspirateur, ça verrouille l'endroit la direction dans laquelle tu regardais en fait. Mhm. Jusque-là, pas de souci, tu peux continuer à te déplacer, mais Ouais. tu te mets à strafer. Moi, ça me va. C'est un truc assez C'est un classique. truc assez Ouais. classique. Le problème qu'il y a, c'est quand tu veux diriger, du coup, changer le flux d'aspiration ou de soufflage. Parce que là, dans tous les jeux de ce genre, des jeux de tir, ils auraient mis ça sur le stick droit, tu sais, en vue absolue, entre guillemets. Si tu mets vers le bas, il regarde vers toi. Mhm. Et là, ils l'ont pas fait comme ça. Et ils l'ont fait en directionnel. C'est-à-dire que si tu mets un coup vers la droite, il va tourner dans un sens, mais si tu laisses appuyer, il va continuer à tourner. C'est très compliqué à expliquer. Oui, j'ai mal un peu su. Mais alors, histoire de restituer, le gameplay, ça va être un jeu très orienté action ou un peu action-exploration. Alors, c'est un mix des deux, justement. C'est là la bonne stratégie du truc. C'est que c'est un jeu dans lequel tu vas explorer un hôtel hanté pour libérer Mario, Peach et les Toads qui se sont fait kidnapper par le Oh, roi Boo. Ouais, c'est original. c'est incroyable Incroyable, un ça. scénario Nintendo passionnant. Et en fait, tu vas libérer étage par étage, c'est très mécanique. Un étage, un boss te donne un bouton d'ascenseur, ça te débloque le niveau d'après. Il y a C'est quelques twists. tellement des mécaniques Nintendo Voilà, ça. il y a quelques twists, mais grosso modo, ça va rester comme ça. Et donc, chaque niveau, tu as une thématique. Et donc, au début, en général, tu as une phase d'exploration où tu dois découvrir le niveau, tu frites quelques petits fantômes qui traînent à droite à gauche. Et puis voilà, puis tu arrives au boss et ça se passe comme ça, quoi. C'est des petites énigmes en fait dans l'exploration. C'est comment accéder à la salle du boss. T'as souvent plein de petites salles avec une petite mécanique à trouver. Tu dois désactiver des lasers, tu dois aspirer des trucs, tu vois. Enfin, D'accord, ouais. et le jeu est super varié là-dessus, et super intéressant. Euh, et en plus, il est vraiment très très beau. Alors ça, j'insiste dessus. Franchement, pour de la Switch, ça envoie vraiment. Ils ont un boulot sur les animations et sur le ressenti des matières, tu sais, des textures. Hmm. Alors, par contre, c'est peut-être un point. Est-ce que tu as joué en nomade ou tu as joué sur J'y ai télé? joué dans les deux Ouais, d'accord. parce que Et du parce coup, que le rendu, c'est. le rendu est nickel sur la télé. Moi, j'ai pas eu de problème. T'es capé à 30 FPS, mais c'est fluide. Moi, j'ai pas eu de ralentissement, ni dans l'un ni dans l'autre. Ou alors, je les ai pas vus. Et c'est lisible et jouable dans les deux cas, vraiment sans aucun problème, quoi. Et dans les deux cas, c'est très beau. Sur la télé, bon, il y a un peu d'aliasing, mais c'est pas vraiment. Bah, Oui, bon, c'est de la Switch quand ouais, même. c'est de la Du coup, Switch, mais franchement, bah justement, il y a quand même plusieurs passages où je me suis dit, ouais, enfin, la Switch, elle est quand même capable, quand tu sais quoi faire avec, bah, il y a moyen de se faire plaisir. Tu vois clairement qu'ils ont maîtrisé tous les shaders dont je te parlais, tu vois, de rendu de texture, qui fait que Mhm. tout a un petit aspect velouté, vraiment, tu vois, les vêtements, ils sont propres, non, c'est vraiment très bien. Enfin, à ce niveau-là, sur le rendu graphique, les effets de lumière, les effets de particules, tout est propre, carré, super propre, super beau. C'est vraiment du bon boulot. Euh, je vous dis, moi le problème, si on reste sur le point de vue technique, c'est juste cette histoire de contrôle, qui est un peu compliqué à expliquer, surtout en audio. Je pense que tu prends la manette en main, tu comprends tout de suite le problème au bout de 15 secondes. Mais en gros, ce que ça va déclencher, c'est que, vu que tu peux pas loquer les adversaires, c'est quand tu veux viser quelque chose de précis, quand tu veux souffler ou aspirer quelque chose très précisément à l'écran, c'est compliqué, quoi. Alors ils ont mis ça sur le gyroscope, mais c'est pas très pratique. Parce que du coup, t'as le gyroscope qui se bataille avec ton stick droit. Mhm. Enfin, je me suis vraiment. Jusqu'à la fin, j'ai pas réussi à viser de façon propre du premier coup ce que je voulais. C'est quand même un problème. Euh, Ça t'empêche pas de battre les boss, ça t'empêche pas d'avancer dans le jeu, mais voilà, c'est. Est-ce que par hasard, ils sont pas dit ou sont testés en disant si on met du lock, ça va rendre le jeu trop facile aussi? Je sais pas, parce qu'en fait, le problème, c'est pas tellement dans les combats que t'as ce souci-là, parce qu'en général, dans un combat, il faut flasher les fantômes avec ta lampe torche, ils sont immobiles, et donc tu leur fonces dessus pour les aspirer. Donc là, ta Mhm. direction, tu vois, elle est donnée directe. T'aspires le fantôme, ça va. Non, justement, c'est dans les phases d'exploration. Donc c'est dans les phases où il n'y a pas de challenge, en fait. Et vu que le jeu, à chaque fois que tu interagis avec le décor, il te lâche de l'argent, parce que l'argent va te permettre d'acheter des espèces de continus ou certains bonus pour détecter plus facilement les trucs cachés dans le jeu. C'est la seule chose à laquelle ça sert d'ailleurs. Mais il y a des billets qui s'envolent de partout, des pièces, des trucs, des machins, et c'est là où bah, c'est des espèces de fontaines, ça en fout partout, et toi tu veux aspirer et récupérer tout ce qui traîne, tu vois. Et c'est là où tu galères. Mhm.
Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas hyper frustrant, c'est que ça te gêne pas dans les combats. Donc ça va. C'est vraiment dans les phases où tu veux faire des choses précises. Et franchement, moi j'ai galéré quoi. Toutes ces phases-là, tu luttes. Alors vu que ça te met pas en danger, c'est pas grave, t'avances quand même dans le jeu. Ouais, voilà, c'est mon ressenti à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est pas bloquant, ouais, d'accord. C'est pas bloquant, mais j'ai pas compris ce schéma de contrôle, et jusqu'à la fin, ça m'a fait chier quoi. C'est quand même fou. Mais par contre, c'est vraiment, ça m'a pas empêché de prendre un pied énorme, d'avoir vraiment envie de jouer à ce jeu. Enfin, je l'ai vraiment fini sans vraiment me forcer. Je suis allé, j'avais envie d'y jouer, je relançais la Switch tout le temps pour avancer parce qu'il est vachement varié. Les combats sont beaucoup plus variés que dans le 2, ce qui était un problème, c'était assez redondant. Là, ils ont plus construit leur type d'ennemis, leur stratégie, etc. Il y a un boss par niveau, donc ça fait quand même une quinzaine de boss au total. C'est pas mal. C'est quoi la durée du d'ailleurs? Oh, c'est facilement 12 heures, 13 heures, quoi. D'accord. Il y a que un truc que j'ai pas compris. Il y a un boss qui est imbitable, mais qui est à peu près aux 2 tiers du jeu. Et c'est une horreur. J'ai dû crever 50 fois et je l'ai passé par pur bol, parce que justement, là, c'est la seule fois où les contrôles m'ont bloqué. Et c'est vraiment un boss absolument abominable. Je comprends pas que ce soit passé dans les tests, voilà. Dans les playtests. Dark Soulisation des jeux Nintendo, ça y est. Ah non, mais franchement, faut le voir. Hein. C'est un truc. Tu es dans un. Je peux te résumer ça 30 secondes. Hein. C'était dans un bassin avec des pics tout autour. Toi, t'es sur une bouée gonflable. Ce qui fait que si tu touches les bords du bassin, tu exploses. Tu perds 20 de vie. Et t'es obligé de retenir sur le bord pour regonfler ton ballon, mais tu peux rien faire d'autre. Tu peux même pas ramasser de la vie ou quoi que ce soit. Hein. T'es obligé de regonfler ton ballon et de replonger à l'eau. Et tu te diriges pas directement. C'est-à-dire que tu te diriges en soufflant et en aspirant. Donc t'as énormément d'inertie. Ça a l'air super relou ce truc. C'est super relou et le bassin est tout petit. Et le boss te pourchasse en te frappant. S'il te frappe, il t'envoie valser du coup sur le bord du bassin. Enfin, tu vois, c'est un truc, mais un enfer. Je sais pas, vraiment. J'ai vraiment galéré. J'ai dû crever une dizaine de fois pour le battre. Et ouais, non, c'était vraiment. Là, pour le coup, le challenge, j'ai morflé, quoi. Et c'est le seul. Hein. Le reste, franchement, ça allait. Il y en a quelques-uns qui m'ont eu une ou deux fois avant que je comprenne le gimmick ou que je résolve l'énigme. Mais, voilà. Mais le reste du temps, voilà, c'est un jeu qui a un bon équilibre. Tu progresses sans trop de difficultés, et à la fois, t'as pas l'impression d'être pris pour un con. Et il arrive vraiment, tu sais, à ce niveau-là où tu te sens malin quand tu résous une énigme. Et voilà, tu te dis pas, ah oui, c'est basique. Non, tu dis, ah non, ah c'est pas con. Voilà. Donc c'est un. Et vraiment. Et du coup, tu as joué un peu avec tes enfants ou alors, pas vraiment? Il y a un mode coop, mais j'y ai pas joué avec eux. Ma fille m'a beaucoup regardé et beaucoup commenté ce que je faisais. Voilà. Mais encore une fois, hein, les petites énigmes, les petites trouvailles, ils ont bossé leur combat, ils ont rajouté une petite gimmick avec un personnage en gelée que tu peux du coup faire passer dans des tuyaux, etc., invoquer quand tu veux. Enfin, il y a plein de petites trouvailles, et le jeu se renouvelle tout le temps. Les décors, c'est hallucinant, ils ont fait 15 niveaux, c'est 15 thèmes complètement différents. Donc du coup, il y a vraiment un boulot graphique de malade. Vraiment un chouette jeu, quoi. Un jeu que je recommande. Ok. Par contre, faut se méfier, parce qu'on peut penser que c'est un jeu pour les enfants. Bah justement, de ma question. Ah oui, mais à mon avis, c'est trop dur pour eux. Je pense que mes belles-filles, elles ont regardé ça, alors elles ont 11 et 13 ans. Alors elles sont pas particulièrement branchées jeux vidéo, mais il y en a une qui joue beaucoup à Zelda. Luigi, je pense qu'elle galérait, elle me voyait jouer, elle disait oula, tu vois les énigmes, tu sentais qu'elle aurait passé plus de temps que moi, quoi. Voilà. Ok. Mais très bon jeu, très très bon jeu. Et puis après, on va changer complètement d'ambiance. Ouais, parce que voilà, tu vas me parler d'un jeu qui m'intéresse un peu plus, parce que j'avoue que les jeux Nintendo, Oui. un jour je pourrais faire un coup de gueule, j'en ai un peu marre. D'accord. Mais donc le Plague Tale de chez Asobo. Ouais, alors Plague Tale de chez Asobo, donc un jeu sorti en mai sur quasiment tout, hein, Xbox, PC, voilà. Qui est un... Comment expliquer ? C'est The Last of Us, parce que je maintiens, hein, la source principale d'inspiration de ce jeu, c'est Last of Us. Tout le gameplay est pas décalqué, mais c'est une énorme inspiration sur les jeux de
de Naughty Dog. Et c'est un jeu qui mélange du coup de l'infiltration, mais je vais y revenir parce que ça a été une de mes surprises dans le jeu. Beaucoup d'exploration, beaucoup de dialogue, beaucoup de scènes de cinéma, etc. Qui se passent en France pendant la guerre de 100 ans, donc vers 1348 je crois de mémoire. Et c'est un... Eh ben écoute, c'est un super jeu. Là, je vais arrêter le suspense. Ok, bah super, Voilà, c'est merci. fini. Non, On passe au sujet suivant. Alors moi déjà j'aimerais juste féliciter Asobo sur un truc, enfin bon, ils m'écouteront pas mais c'est pas grave, je le dis quand même. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. J'ai jamais joué à un jeu avec une telle maîtrise des ambiances de lumière entre autres. Bah, tu vois, ce jeu, moi, je suis pas très fan de l'univers médiéval, mais je trouve qu'il y a une direction artistique qui me fait vraiment envie, tu vois. Bah moi ce que j'ai trouvé fabuleux, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que c'est pas un jeu de fantasy médiévale, c'est un jeu médiéval. Oui, C'est-à-dire que ce que tu vois là, c'est des villes qui sont crédibles, tout est vraiment hyper crédible. Alors, il y a un petit côté fantastique dans le jeu, ils abordent des thèmes fantastiques. Mais par contre, d'un point de vue vraiment, tous les niveaux, etc., t'es vraiment dans un truc qui se veut crédible. Les armures, et c'est un boulot incroyable de maîtrise. Le jeu est magnifique. En plus, il tourne quand même sur mon PC qui est plus que vieux. Alors ok, j'ai dû faire quelques concessions graphiques, mais le jeu est resté magnifique quand même, et relativement fluide. Mais vraiment un boulot sur la lumière, les trucs qui a fait que je me suis arrêté une bonne vingtaine de fois dans le jeu pour prendre des captures d'écran. Ça m'arrive jamais. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui, quand je vis les trucs dans les jeux en général, voilà, j'ai pas le temps de me prendre le réflexe de dire tiens, c'est vraiment beau. Là, je me suis vraiment arrêté quoi. Arrêté à admirer pendant quelques secondes le paysage et donc à faire une capture d'écran en même temps. Et c'est un jeu qui maîtrise vraiment, vraiment, vraiment ça. Je veux dire, quand tu rentres dans une église, enfin, moi ça m'a rappelé, oui, des scènes quand je rentre dans des églises, tu vois, t'as vraiment ce côté magnifique, enfin, cette ambiance très particulière, cette lumière qui est là, que tu vois, alors, pas forcément volumétrique, je sais pas techniquement ce qu'ils ont fait, je m'en fiche, c'est pas le but. C'est vraiment incroyable. Le boulot qui a été fait sur les architectures, les décors, c'est chapeau bas, moi j'ai rien à dire. C'est un jeu qui maîtrise aussi énormément son rythme et son alternance de phases. Parce que si, ok, on peut dire que c'est Uncharted et The Last of Us le modèle. Ouais, explique un peu déjà le type de gameplay que c'est. Voilà, c'est du gameplay où tu vas diriger ton personnage, donc forcément, et tu vas enchaîner des scènes d'exploration, où tu vas te balader et observer ce qui se passe et le décor et récupérer des trucs pour crafter ou ce genre de choses. Et en général, c'est dans ces phases-là qu'il y a un dialogue qui se construit entre les personnages. Et des phases plus action, où tu as des ennemis et tu dois passer, quoi. Dans ce jeu-là, en tout cas, dans A Plague Tale, c'est principalement tu dois passer. Tu dois trouver un moyen de t'enfuir ou de quitter la zone. Oui, bah t'as pas parlé de l'histoire principale. Oui, j'allais y venir. Donc l'histoire, en gros, c'est tu diriges Amicia, qui est une adolescente, qui voit toute sa famille se faire massacrer devant ses yeux. C'est une noble, c'est la fille du noble du coin, et qui va fuir en embarquant son petit frère, qui est apparemment recherché par l'Inquisition, elle sait pas pourquoi. Petit frère qu'elle connaît pas, qui est malade, et qu'on lui a... Du coup, avec elle n'a pas de relation particulière, puisqu'il restait tout le temps enfermé. Et donc c'est une course en avant, au départ, où tu veux juste t'échapper et échapper à tout le monde qui te recherche, quoi. Et par la suite, ça évolue un petit peu, parce que tu découvres que la peste noire est une espèce d'invasion de rats et semble liée à Hugo. Alors je vais pas spoiler la suite, mais c'est un... Parce qu'il faut pas. Oui, parce que j'ai envie d'y jouer, Ouais. donc... Non, le scénario est pas mal, franchement. Les dialogues entre les personnages sont crédibles. La relation entre Hugo et Amicia est vraiment bien. Et ils ont... Alors, tu te souviens bien dans The Last of Us, les phases qui nous faisaient tous rager en disant... quand on voyait les personnages, quand toi t'essayais de la jouer furtif et que tu voyais tes bots qui couraient partout et qui faisaient de la merde, tu vois. Oh, ça, c'est un peu le problème de beaucoup de jeux, Voilà, ça. et ben dans ce jeu-là, ils ont réussi à ce que ça n'arrive jamais. Balèze.
Ah oui, alors là. Je suis resté complètement scotché par ça. En gros. En fait, t'as un mec de chez Asobo en permanence ils ont des stagiaires Ouais, et qui joue le deuxième c'est ça, personnage ouais, je pense, ouais, à distance. en douce sur. Avec ma connexion, à mon avis, ça m'étonnerait. Mais en gros, non, ils ont réussi. Alors, Hugo, c'est soit il te tient la main et du coup, il est avec toi et il n'y a pas de problème. Soit tu le laisses tout seul et dans ce cas-là, il reste planqué. Mais bien planqué. Et puis, si tu t'éloignes trop, par contre, il commence à paniquer et donc tu es obligé de faire gaffe à ça. Ouais, ils ont un peu orienté leur IA pour qu'il ait un comportement normal, mais qu'il fasse pas n'importe quoi. Oui, mais alors t'es aussi souvent avec d'autres personnages, en plus de tes deux principaux. Mhm. Et même là, ils se mettent à couvert hyper proprement. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Et du coup, t'as jamais cette sensation bizarre où tu les vois passer sous le nez d'un ennemi, tu sais, parce qu'ils étaient dans The Last of Us, c'est ça, quoi. Ils passaient devant, ils étaient invisibles, puis Assassin's Creed, Exactement. Uncharted, etc. Où t'as le mec qui dit ah, j'ai entendu un bruit. Ouais, c'est ça. Et il se promène devant toi, toi t'es dans les herbes. Mm. C'était sûrement un alligator. Tu vois, Alors non. ça, tu l'auras quand même, parce que ça reste, comme je disais, un jeu d'infiltration. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai bien aimé en parlant de cette phase-là, c'est que euh, toutes les phases de combat ou d'infiltration sont quand même assez tranchantes. C'est-à-dire que si tu te fais choper, t'es mort. Il n'y a pas de kit de soins, il n'y a rien. Tu te fais choper, t'es mort. Direct. Voilà. Donc, par contre, toi, tu tues la plupart des ennemis en un coup aussi. Avec une fronde. Au moins, ça respecte une certaine cohérence. Exactement. Et du coup, bah ok, leurs phases d'infiltration, elles sont jamais... les checkpoints sont bien faits, ce qui fait que tu vas pouvoir progresser, même si tu te fais choper, ça te remettra jamais trop loin et tu n'auras jamais tout à refaire. Ça, c'est pas mal. Et puis en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est l'ouverture de ces phases-là. Parce que bah, ils te mettent ils te mettent une zone avec des endroits où tu peux te cacher, des endroits où tu peux passer, des gardes qui font la ronde, etc. Mais tu es assez libre de la façon dont tu vas aborder le problème. Est-ce que tu vas tuer les gardes? Est-ce que tu vas te passer discrètement? Est-ce que tu vas les attirer dans un coin pour repartir à l'autre ou pas? Enfin, j'ai fait plein d'approches différentes qui ont marché. Et le jeu, les dialogues entre tes personnages s'adaptent à ce que tu es en train de faire. Moi, je me souviens d'une scène où, dans un campement, j'arrivais pas à passer. Je me faisais repérer à chaque fois, en furtif. Et ça me saoulait. Et à un moment, j'ai dit, bon, bah ok, c'est pas grave, j'ai un stock de pierres sur ma fronde, et bah je vais les tuer, quoi, les gardes. Je vais passer comme ça. Et je commence à en tuer un, j'en tue un deuxième, j'en tue un troisième. Je me fais repérer par un quatrième et je le tue avant qu'il donne l'alarme. Et là, il y a le dialogue qui se déclenche avec l'autre personnage qui dit à Amicia mais t'es super énervé, tu vas tous les tuer. Et oui, je vais les faire payer pour ce qu'ils ont fait, maintenant ça suffit, c'est l'heure de la revanche, tu vois. Et bah, c'est vachement bien. C'est tout bête, mais c'est vachement bien. C'est-à-dire que quand le jeu s'adapte comme ça aux situations des joueurs, et tu te dis, bah merde, ils ont prévu qu'il y avait plusieurs approches, et bah le script tient la route, Voilà. s'adapte, et ce qui fait que ça te casse jamais ton délire, et t'es tout le temps dedans. Vraiment une maîtrise de mise en scène et du coup de relation entre les personnages qui est vachement bien. C'est un jeu qui est poignant aussi, hein, qui hésite pas d'aller de faire mourir des personnages, qui a des scènes assez graphiques. Je veux dire, la violence, quand tu vois les mecs se faire bouffer par les rats, parce que j'en ai pas parlé, mais une des grosses mécaniques du jeu, c'est ça. C'est que tu as des invasions de rats. Et là, tu es dans un autre type de jeu où tu dois trouver des moyens de jouer avec la lumière. Tu vois, tu es sur des énigmes où tu dois comment faire pour passer ces colonnes de rats qui te tuent, pareil, en un coup. Si tu marches dessus, c'est fini. Et donc, tu dois faire fuir les rats avec de la lumière. Donc, soit une lumière de torche, soit un système d'éclairage. Enfin, tu as plein de techniques. Et ces ambiances sont vraiment excellentes. Alors, forcément, la musique, t'as Olivier de Rivière. Oui, Donc, j'allais dire justement. donc, Alors, bah, comme d'hab, hein, ce mec, c'est pas pour rien que c'est un des spécialistes de la musique dynamique. Son boulot est incroyable, la musique s'adapte toujours à ce qui se passe à l'écran. C'est un jeu où il y a de la musique tout le temps. Tout le temps. Et pourtant, elle est jamais en désaccord, elle est tout le temps parfaite, ça colle. Enfin, voilà. Olivier de Rivière, quoi. C'est toujours incroyable quand tu l'as sur une BO. Et voilà. Ouais, c'est un jeu qui m'a... Et pareil, dans ce genre de truc, avec en plus les délires gore, etc., moi j'ai souvent tendance à dire, bon, là vous en avez fait un peu trop, tu vois, c'est ce que je reprochais à Dead Space. Quand je trouvais qu'il y avait des passages gratuits, c'est ce que je reproche par exemple à Tomb Raider, au reboot de Tomb Raider, où je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment
Quand tu la vois nager dans une rivière de sang, etc., alors que t'es censé être sur une île avec 200 clampins. Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que c'est deux jeux totalement différents. Oui, oui. Comme tu disais au début, c'est un jeu qui se veut dans un univers Oui. réaliste. Mais Et c'est alors, Tomb justement. Raider, c'est un univers Non, mais je suis fantastique d'accord. complètement. Je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réussi à tenir ça. Tu vois, à faire des scènes très très gore, etc., mais qui restent crédibles. Et surtout, il y a qu'un seul passage où je me suis dit bon, allez, là ils ont un peu mis le taquet, un peu too much. Mais tout le reste, c'était vraiment nickel. Et donc c'est un jeu que, pareil, qui se termine en 12-13 heures, je pense. Et vraiment une claque monumentale, un jeu très très bon. Le seul truc, mais c'est pareil, ça vient de leur parti pris réaliste, il n'y a pas de boss, ou très peu. Bah, en même temps, des boss voilà. dans un monde réaliste, éventuellement un mec en armure plate un peu plus costaud qui peut. Je suis Mais d'accord, voilà, mais bon, du tu coup, vas pas. ça manque juste de. Peut-être, tu vois, de moments, de vrais gros pics de tension, comme ça, comme peut te l'amener un boss. Alors, je dis pas. Le boss était peut-être pas la solution, mais tu vois, il y a des moments de tension très importants avec les rats où tu dois fuir, etc. Ça manque juste de gros climax, quoi. Pour moi, peut-être. J'ai trouvé que c'était un peu linéaire dans l'expérience. Je sais pas, mais effectivement, mais l'idée d'orienter avec un univers qui se veut réaliste, ça te limite forcément dans tes choix. Tu peux pas faire des trucs totalement, comme tu dis, un gros climax qui vont te faire un peu les montagnes russes dans le jeu, assez classiquement. À un moment, il faut avoir un choix, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais je suis complètement d'accord. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Essayer le boss de fin est relou. Voilà, mais c'est tout. Ah. Parce que là, pour le coup, il y en a un, et lui, vraiment, là, c'est la seule fois où je suis mort plusieurs fois quand même dans le jeu. Mais... Et c'est le pape de l'Inquisition. On avait dit pas de spoiler. Ah bah je sais pas, j'ai pas joué, je dis ça comme ça. Non, je dirais rien. Mais bon. non, mais voilà, mais même la fin, enfin, c'est un jeu qui alors, il a pas réussi à me susciter toutes les mêmes émotions que pouvait le faire dans The Last of Us. Je fais toujours la comparaison parce que c'est des jeux qui sont extrêmement comparables dans leur mécanique. Et Asobo, c'est pas caché qu'ils étaient inspirés de The Last of Us. Ça se voit. La mécanique de craft, etc. C'est vraiment du The Last of Us médiéval, quoi. Mais vraiment très bien fait. Et puis surtout, ils ont une bonne idée. Et ça, j'insiste juste une petite parenthèse sur leur système de craft. C'est qu'en gros, le craft de tes gadgets qui vont te permettre de t'infiltrer, alors t'as plusieurs trucs, t'as des trucs qui allument des feux, tu vois, d'autres qui en éteignent, ou qui font que si tu enlèves tu permets à... Si tu balances une pierre spéciale sur un casque d'un garde, il est obligé d'enlever son casque, pour que ensuite tu puisses lui envoyer une pierre normale. Donc tous ces trucs-là, que tu craftes, utilisent exactement les mêmes ingrédients que ceux que tu utilises pour améliorer ton équipement définitivement. Et du coup, t'as toujours ce truc-là. Tu fais un choix. Ouais, c'est un choix, c'est est-ce que je consomme, est-ce que je crée ça, parce que là, la situation, mine de rien, ça m'aiderait bien. Est-ce que je prends le parti pris de voilà, tant pis. Et puis, je pourrais pas améliorer derrière comme j'aurais voulu. Voilà, c'est une bonne idée. Ce qui fait que ça te fait réfléchir et que je pense que tu peux même le rejouer un peu différemment. Et encore une fois, ça prouve que les phases d'infiltration sont quand même suffisamment ouvertes, puisqu'ils te donnent plein d'options de craft différentes et d'objets pour te faire appréhender les choses de façon plus ou moins différente selon les joueurs. Je suis très curieux de savoir certains passages, comment des amis à moi ou autres les ont passés, parce que je te dirai ça bientôt. Parce que je suis persuadé qu'on peut les passer de façon différente de ce que j'ai fait, quoi. Et ouais, non, vraiment. Ouais, on débriefera ça quand je l'aurai fait, parce que moi, le jeu, enfin, tu vois, tu me l'as bien vendu, j'étais déjà bien chaud, donc. Mais c'est surtout, en plus, on n'est pas fan d'infiltration ni l'un ni l'autre. Ah, je déteste ça. Voilà, et ça ne m'a jamais dérangé. Ça m'a moins dérangé que dans The Last of Us, les phases d'infiltration. J'ai vraiment pas eu. J'ai vraiment pas eu de. À aucun moment. Parce que je me sentais suffisamment puissant, quoi. Libre dans la séquence d'infiltration, tu étais suffisamment libre. Alors qu'un Last of Us, effectivement, en gros, tu te retrouves à faire toujours la même chose. Et c'est ça, et puis elles sont un peu orientées. Elles sont lisibles. Mais ça, c'est orienté, c'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire, en fait. Exactement, c'est-à-dire que quand tu arrives dans une cour où tu vois 4 gardes, voilà, t'en auras pas un 5e qui déboule de tu sais pas où, comme les claqueurs, quoi. Dans The Last of Us. Non, tu as les 5 gardes, à toi de comprendre rapidement, et puis tu peux les éliminer un par un parce qu'ils se regardent pas, et ça pose pas de problème. Et voilà, et c'est nickel. Franchement, ok.
Faut pas hésiter, quoi. Et vraiment, c'est un jeu que je Ouais. recommande, qui est à moins 50% partout en ce moment, mais je pense que ce sera fini d'ici la sortie du podcast, tant pis. Ouais, je pense que ça se finit dans 2-3 jours. Sur donc, Steam, ça se finit le 3 décembre. Donc, Ouais, donc peut-être que si vous l'écoutez au moment où je sortira, Mais, ça sera peut-être bon, mais ouais. c'est un jeu qui vaut chaque euro, vraiment. Enfin, c'est un... Oui, puis chaque euro que vous dépensez dans ce jeu-là, c'est 1 euro pour le développement de Flight Simulator, donc. Alors, achetez ce jeu. Non, mais il faut. Ok, bon, ok, mais super. Ben, écoute, merci Bruno, merci pour tes 2 jeux, là, visiblement t'es content. Oui. On va passer à la suite avec Nier Automata. Et donc là, Thomas, toi, tu vas nous parler maintenant d'un jeu, donc Platinum Game, Ouais. avec Yoko Taro en maître d'œuvre. Tout à fait, et édité par Square Enix. Donc Nier Automata, ça fait un bout de temps que je voulais en parler, mais j'ai jamais eu le temps de dire vraiment comme je voulais. Alors, je vais un peu te remettre dans le contexte déjà comme d'hab. Donc Platinum Games, c'est le studio qui a développé Nier Automata. C'est un studio qui est quand même connu pour ses jeux d'action. Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Vengeance, et plus très récemment pour Switch, peut-être pour toi, Astral Chain, Ouais, alors. qui vient de sortir. c'est- Oh, je pense pas que ce soit pour toi. Non, c'est pas pour moi. Mais c'est. T'as une Switch, mais voilà. C'est donc globalement que des gros jeux d'action. Ils ont fait pas mal de jeux aussi de commande, entre autres le Transformer qui a priori est plutôt pas mal, que bien trouver un jour un de ces quatre. Bah, tu peux plus le trouver, hein. C'est fini. Ouais, je sais. Oui, en boîte peut-être quelque part qui traîne dans un coin, ou un truc comme ça. Mais ouais, ils ont fait quelques jeux de commande, de licence. Je crois qu'ils ont fait un jeu Tortue Ninja, il me semble aussi. Je sais plus quoi d'autre encore. Mais en gros, c'est quand même un studio qui a plutôt bonne réputation, qui a un bon background, et qui existe depuis en gros une grosse douzaine d'années. Je suis au japonais, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Et donc Nier Automata, donc c'était une commande de Square Enix. Et c'est un jeu qui est sorti un petit peu, pas surprise, mais qui est arrivé à une période en fait du renouveau du jeu vidéo japonais, genre sur donc début 2017. Et en fait, on avait déjà parlé, la génération précédente, PS3, Xbox 360, pour le jeu vidéo japonais, ça a été très compliqué, puisque en gros, ils n'ont pas réussi à s'adapter en fait, aux plateformes. Ils ont eu du mal avec les moteurs 3D, entre autres, par exemple, l'Unreal Engine qui n'était pas traduit en japonais, donc les développeurs ont eu du mal à s'y mettre, ils avaient très peu de ressources. Et bon, pour une citer par exemple que tous les projets de Final Fantasy XIII qui a été un cauchemar de développement, pour citer toujours Square Enix. Oui, et puis c'est aussi. Excuse-moi, je fais juste un parallèle rapide. C'était une phase. En fait, pour moi, c'est cette génération-là qui a réellement industrialisé le jeu vidéo. Oui, c'est-à-dire que. Et ils sont passés de l'artisanat à l'industrie, et ils savaient pas faire, quoi. Ils ont mis du temps. Tu voyais les studios occidentaux, type Ubisoft, Activision, Electronic Arts, qui justement montaient en puissance à sortir des AAA, les Assassin's Creed, etc. Et eux, ils galéraient à sortir justement de leur AAA. Voilà. Et pour moi, le plus symptomatique, c'est Final Fantasy XIII, pour faire une aparté, puisque Square Enix s'était lancé dans un gros projet, on va sortir plusieurs jeux dans le même univers, etc., dont le Versus 13, qui au final a dû être abandonné pour devenir Final Fantasy XV, qui est sorti sur la douleur, un truc horrible, qui est bien pour moi symptomatique de cette époque. Et donc sur fin 2016, début 2017, c'est pour moi donc le renouveau du jeu vidéo, je pense japonais, je pense que je suis pas le seul à le penser, mais on a eu des jeux Resident Evil 7 qui est sorti, plutôt on a eu Persona 5, on en a déjà parlé, il y a eu Nioh, Dragon Quest 11, la Switch est sortie, donc avec aussi pas le mal de le Zelda, etc. On va dire qu'on était plutôt gâtés, quoi, oui, complètement. À cette époque-là. Non, mais je suis d'accord, c'est qu'on a vu une explosion là après des années, comme tu dis, où ils essayaient de copier en plus les recettes de TPS occidentaux, etc., et ça marchait pas. Et non, c'était effectivement une période intéressante. Pour nous, en tant que joueurs, c'était une super période, si on était un peu fan des jeux vidéo japonais. Et puis ça continue, il n'y a qu'à voir Capcom qui fait ses meilleures années avec après Monster Hunter World, Resident Evil 2 Remake, etc. Enfin, ils enchaînent, ça va quoi. Et du coup, on a eu Nier Automata au milieu de tout ça.
Donc c'est un jeu, pour situer un petit peu donc comme tu disais, par Yoko Taro. Yoko Taro, c'est le réalisateur, c'est lui qui en fait a créé un peu toute la série, qui a un peu totalement Drakengard 1, 2, 3 et Nier sur PS3, peut-être PS2, peut-être pour les plus vieux, je ne sais Je crois plus. que le premier c'est PS2, mais PS2, ouais. j'ai un doute. J'ai un doute, mais il me semble que le premier Drakengard c'était sur PS2. Mais je suis pas encore certain à 100%. Mais bref, en fait, il a eu donc l'opportunité de faire une suite. Donc c'est un univers qui est globalement commun et Nier Automata est un spin-off. Donc je vais pas m'étarder sur ces jeux-là parce que je ne les ai pas tous faits en plus. Donc je dû en faire peut-être le premier Drakengard et Nier, je l'avais pendant un temps. J'ai un peu joué, mais je l'ai pas fini. Et je l'ai revendu. Et je crois que je l'ai bien revendu d'ailleurs parce que le jeu a un statut un peu culte quand même. Bah ouais, c'est ça, c'est des jeux très imparfaits. De ce que je sais, moi j'y ai pas joué. Hein. De tout ce que j'ai lu dessus, c'était des jeux très, à la fois intéressants dans les thématiques qu'il aborde, etc., mais très imparfaits d'un point de vue technique et gameplay. Voilà, quoi. c'est ça. C'est des jeux qui abordent des sujets, j'en parlais justement par rapport à Automata, mais où on voit qu'il y a un vrai créateur derrière qui veut raconter des choses, un jeu politique, contrairement à d'autres personnes. Mais effectivement, où voilà, on a surtout des périodes où la technique, les Japonais, c'était pas la fête, ils ne maîtrisaient pas les moteurs, ils ne maîtrisaient pas forcément le gameplay. Donc des jeux imparfaits, c'est des jeux cassés un peu. Donc ça, moi j'aime bien, des jeux qui veulent raconter quelque chose, mais qui n'ont pas forcément les moyens de le raconter. Donc, bon. Et donc Nier Automata, donc c'est un jeu qui mixe différents gameplays. Alors, c'est avant tout un beat'em all, un jeu d'action voilà, de combat, mais en même temps il y a une petite partie shoot. D'ailleurs c'est un peu intéressant parce que quand on commence le jeu commence par une scène un peu de shoot, de shoot 'em up. Et souvent dans les niveaux, il y a des changements de caméra où le personnage va se retrouver de côté ou de haut. Et il y a les ennemis qui vont balancer plein de boulettes, un peu façon shoot, avec Karuga, ce genre de choses. Donc c'est assez étonnant, moi personnellement. Je pense, comme beaucoup de joueurs, quand j'ai vu le jeu, je me suis attendu à un jeu, tout vu troisième personne, on se bat, ça s'appelle pied-point, épée, c'est classique. Oui, c'est comme ça que je m'étais fait une idée du jeu d'ailleurs. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a effectivement, tu as par des fois la caméra qui va se mettre en position verticale au-dessus. Et tu vas te déplacer finalement avec les ennemis qui tirent dessus. Tu te trouves vraiment dans une logique, tu sais, genre astéroïde. Ouais, non, mais genre Maniac Shooter, quoi. Voilà, exactement. C'est assez intéressant. Donc au niveau du gameplay, c'est assez varié et ça switch, c'est très naturel en fait dans le déroulé. Pour parler un peu de l'histoire rapidement, globalement, une race alien a attaqué la Terre. Ils ont créé des robots pour détruire l'humanité. Les derniers humains se sont réfugiés sur la Lune et ont créé Yora, qui est en fait des androïdes, une force composée d'androïdes, qui se battent en fait pour les humains sur Terre contre les robots. Ça, c'est l'histoire de base. Après, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de divulgacher l'histoire, parce que c'est beaucoup par rapport à ce que tu disais avant, de climax là, il y a beaucoup de découvertes par rapport à l'histoire, donc je peux pas trop en dire. Donc je parlerai plutôt après des thèmes qui sont abordés. Mais pour revenir sur le gameplay, c'est du Platinum. Et Platinum, les beat'em all, les jeux d'action, ils savent faire quoi. Et donc là, à ce niveau-là, c'est un pur plaisir. On est dans un mix comme ça se fait un peu partout, un peu RPG où on gagne des compétences d'attaque, etc. Donc ça, maintenant on en mange à toutes les sauces, donc ça c'est pas une grosse nouveauté. Mais par contre, le jeu est très fort dans sa dynamique de combat. Tu enchaînes rapidement les ennemis, c'est vif, c'est un peu très frénétique. Donc ça, ce côté-là, c'est vraiment super plaisant. Les boss ils en ont de la gueule, quoi. Donc ça envoie bien. Et quoi dire de plus, comme je disais tout à l'heure, il y a les parties un peu shoot où par exemple, les boss vont changer de phase et vont se mettre à te balancer des dizaines de boulettes qu'il va falloir l'éviter. Et là, tu as vraiment l'impression, je sais pas, de jouer à Karuga. C'est ça, un Maniac Shooter, quoi. C'est ce que je disais. Voilà, ouais. C'est assez sympa parce que du coup, tu sens bien qu'il y a un peu de variété. Après, tu sens que ça reste quand même un jeu qui était pas fort. Je sais pas s'il a été développé comme un AAA avec un énorme budget, je suis pas la certitude. Parce que tu vois bien qu'au niveau de la technique, c'est bien, mais c'est pas fou, tu vois. Au niveau des décors, tu sens que c'est pas incroyable, quoi, techniquement. Alors, Platinum, c'est un studio qui est quand même un peu habitué à ce genre de trucs, je trouve. C'est ce que j'allais dire, voilà. La technique, ils sont bons dans le gameplay, dans le game design, mais la technique, c'est pas tout à fait ça, quoi. Ouais, parce que même des jeux comme Bayonetta, que j'ai un peu fait, etc., qui ont une très bonne réputation et tout ce que... Mais
Ouais, ça fait toujours un peu daté. Oui, mais c'est ça. T'as l'impression que, tu vois, il y a des passages, je vais être un peu méchant, mais par exemple, la ville du début, t'as vraiment l'impression qu'ils ont fait des copier-coller. Enfin, souvent qu'ils font des copier-coller un peu des zones. Ouais, les textures sont pas folles, ça manque un peu de variété. Oui, et Il y a puis l'idée, mais voilà, tu sens que c'est pas leur fort de créer vraiment des choses techniquement abouties. Mm. Non, puis je Mais pense de ce que moi j'ai un peu lu sur le développement, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été demandées par le créateur, par Yoko Taro, mm, qui effectivement ont fait que je suis pas sûr qu'il avait un gros budget. Je suis pas sûr que Square Enix ait mis non. énormément de billes là-dedans. Bah non, je pense pas parce que quand tu vois la série des jeux d'avant qui sont des jeux qui sont pas vraiment bien vendus, c'est ça. mais que c'est critique, je vois mal Square Enix dire les mecs, on va envoyer de l'argent, vous allez nous faire un super jeu, allez Yoko Taro, tu fais ton jeu. Ouais, quoi. c'est ça. Je pense qu'ils lui ont filé un budget AA en disant on Voilà, fait un pari, peut-être que ça va marcher. Ça a marché d'ailleurs, il s'est bien vendu. Oui, ça a très très bien marché et je pense que voilà, Platinum, comme je disais, c'est un studio qui parfois fait des jeux à commande. Et typiquement, je me demande si c'est un peu là. Oui, qu'il y a un petit budget, bon, techniquement ce sera pas fou, mais on va essayer de faire un truc bien, quoi, Alors, comme ils savent faire. Par exemple, ouais. Le Transformer, typiquement, est ce genre de jeu. Oui, mais puis bon, ils ont eu une idée. Cette fois, pour Nier Automata, ils ont quand même fait un coup marketing avec les designs des protagonistes. Alors, excuse-moi. Mais... Je vais parler du game design. Alors, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit cool, une héroïne en soubrette qui se bat avec des katanas. Là, alors, sachant, venant d'un studio qui a quand même fait Bayonetta avant, le bon goût, on verra. Après, moi je trouve le personnage de 2B, donc l'android principal, il n'y a pas qu'elle, il y a 9S et 2A. Ouais, ils ont fait c'est un beau personnage, elle est froide, un peu charismatique, etc. Bon, c'est sympa, mais effectivement, le petit côté soubrette, etc. Mais t'as entendu la genèse de ce personnage, parce que c'est fabuleux. Oui, non, tu sais ce que. Vas-y, c'est qu'en gros, le designer a eu comme consigne de faire un personnage sexy et simple à designer. Oui, non mais oui. Et simple. Et attends, pardon, excuse-moi. Simple à cosplayer. Voilà. À cosplayer surtout. Et je trouve ça. Bon, après, m'en fous, tu vois. À un moment, c'est bien, ça a marché. Justement, c'est très bien. Ça a marché. Oui, non, ça fait partie du truc. Tu vois, c'est bien aussi. Sachant que tu ne joues pas tout le temps ce personnage en plus. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut savoir dans le jeu. C'est le personnage emblématique du jeu, mais c'est pas le seul personnage qu'on joue, puisqu'on joue d'autres personnages. Donc bon, tant mieux pour eux, ils ont réussi. Voilà, la question du bon goût derrière. Moi, personnellement, ça me choque pas plus que ça, surtout qu'après, j'étais plus choqué par un DLC et une autre tenue qu'ils ont proposé. Oui, ça. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mecs dégueulasses qui ont dû être bien contents, mais bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Après, la direction artistique, par contre, elle est vraiment très réussie. Et ils ont réussi à faire un truc dans le jeu, par exemple, quand tu es dans la station spatiale, donc la base de Yora, tout est en noir et blanc, etc. Ils ont essayé de travailler l'ambiance. Et de manière générale, d'ailleurs, il y a une espèce de mélancolie qui sort de ce jeu, d'ailleurs, dans les musiques, j'en parlerai après, mais tu vois bien qu'en fait, t'es sur Terre, c'est un monde post-apocalyptique, l'humanité a été détruite et tuée, il reste tous les anciens immeubles, les villes, etc., toutes les traces, en fait, de l'activité humaine, mais qui n'y est plus, quoi, et qui uniquement va être habité par les machines et les androïdes qui se battent contre elles. D'accord. Et en plus, on voit que les machines, au final, quand tu commences le jeu, il y en a beaucoup qui veulent pas se battre, ça les intéresse pas. Elles disent non, pourquoi on ferait la guerre, pourquoi on se battrait avec vous, on n'a pas envie. Donc tu rencontres plus tard dans l'histoire d'autres, un village de machines qui disent non, nous on est pacifique, on va faire la paix avec tout le monde. Mais du coup il y a une espèce effectivement au niveau de la direction artistique, de mélancolie, je trouve, qui s'en ressort, et c'est assez plaisant. On voit bien qu'il y a eu un gros travail derrière, enfin en tout cas dans le développement, dans les idées que voulait faire passer Yoko Taro. Donc pour la musique, je vais en parler un peu. La musique de Nier, moi c'est... Alors, la musique de Nier était réputée déjà pour sa qualité, et là, celle d'Automata, elle est incroyable. Donc c'est Keiichi Okabe qui était aux manettes de ça, et il y a beaucoup de voix. Il a engagé des chanteuses d'ailleurs. Il y a, pour ceux qui l'ont écouté, qui ont peut-être remarqué, qui se sont posé des questions en disant c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre des langues que je connais, effectivement, parce qu'il a mélangé différentes langues, dont du français. Et donc on a l'impression d'entendre du français, mais c'est du français, mais qui est mélangé avec d'autres langues. Et les musiques sont incroyables. Moi, j'avais pas encore joué à Nier Automata, j'ai écouté déjà les musiques et j'ai dit waouh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait dessus. Donc ça, à ce niveau-là,
c'est déjà un super boulot. Et du coup, les musiques collent super bien à l'ambiance. Il y a des endroits, effectivement, comme je disais, où les musiques sont vraiment mélancoliques et ça colle bien à l'ambiance de l'univers que tu rencontres. Donc ça, vraiment, c'est vraiment super. Et je crois le plus gros thème, en fait, finalement, important, en fait, ce qui a marqué les gens, je pense, c'est plutôt les thèmes qui ont été abordés. Alors, je suis persuadé qu'il y a plein de joueurs qui ont fait genre « Ah, c'est cool, c'est un gros beat'em all avec une fille en mini-jupe ». Je suis certain qu'il y a des bourrins qui ont vu le jeu que comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu aussi tous les thèmes qui étaient abordés, que Yoko Taro a voulu repasser, et qui sont... alors, chacun aura peut-être son interprétation, mais moi, de ce que j'en fais... déjà un jeu qui commence en abordant du Nietzsche sur l'humanité a tué Dieu, etc., sur le cycle de la vie et de la mort, ça reste quand même assez profond, quoi. Tu veux dire, dans un jeu vidéo d'ailleurs, tu vas taper des robots à coups de katana. Ouais, d'ailleurs, en fait c'est ça, c'est que c'est pas un jeu politique, c'est un jeu philosophique. Voilà, c'est vraiment physique parce que le thème principal du jeu, c'est le cycle de la vie, l'éternel recommencement de la naissance, de la vie, de la mort, de la résilience face aux épreuves de la vie. Est-ce que tu abandonnes finalement, ou est-ce que tu fais face? D'ailleurs, tu le vois dans le jeu, il y a plein de passages où c'est le cas, on te demande de faire des choix, même jusqu'à la fin. Je peux pas en dire, ça m'énerve parce que je peux pas trop en parler, trop en expliquer, mais c'est exactement ça. Et il y a beaucoup de références, donc, comme je disais, donc, à Nietzsche par rapport à Dieu. Donc, par exemple, il y a 2 personnages qui s'appellent Adam et Ève, original, mais qui ont un rôle important dans l'histoire. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant, quoi, dans le jeu, c'est que je pense que beaucoup de joueurs ont été marqués parce que c'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le jeu en disant c'est un Platinum, ça va être à la Bayonetta, ça va être de l'action pure et dure et boum boum et c'est parti, quoi. Alors qu'en fait pas du tout, il y a vraiment, comme tu dis, c'est un jeu philosophique où tu peux te poser des questions. Je pense que t'es pas obligé, hein, tu peux le prendre tel quel et le dérouler, le finir et puis le reposer dans un coin. Mais c'est pas un jeu qui est prévu pour faire ça, puisque tu as X fins à faire. Voilà, alors c'est ça, moi, c'est le seul truc qui m'a refroidi, moi, à l'époque, je m'étais dit que je voulais le faire. Et quand on m'a dit que c'était un jeu qu'il fallait refaire plusieurs fois pour débloquer au fur et à mesure plusieurs runs pour avoir les vraies fins, les vraies explications ou des retournements. C'est pas que t'as vraiment des vraies fins, c'est que t'as plusieurs fins et t'as d'autres fins, entre guillemets, ratées, mais t'as raté forcément au début des fins, genre c'est juste A, B, C, D, je sais plus combien il y en a, je crois peut-être 6, je crois qu'il y a 6 vraies fins et je sais pas combien d'autres de fins alternatives. Mais effectivement, ça peut être un peu décourageant, mais ça, quand tu fais la première fois, entre guillemets, tu le sais pas, et puis t'es pas obligé de le faire. Moi aussi, je suis là, je suis en mode, bon, est-ce que je vais me replonger dedans, sachant que le jeu est quand même assez long. C'est ça. C'est un jeu qui est quand même, entre guillemets, en open world, où il y a des quêtes secondaires à faire, etc. Il peut y avoir pas mal d'allers-retours. Parce qu'on peut parler des défauts aussi, hein, on en a parlé au début par rapport à la qualité technique du titre. Mais il y a aussi pas mal de passages avec, au début, où tu peux pas te déplacer rapidement, du coup tu fais des allers-retours pour faire les quêtes. C'est un peu relou, quoi. C'est pas parfait, quoi. Tu vois, comme tu disais, je pense pas qu'il y avait un énorme budget et qu'il y a des trucs, ça s'en ressent un peu. Du coup, je dirais qu'il y a des trucs, c'est un peu comme les autres anciens Nier et les Drakengard, il y a des grosses thématiques et des gros plus, en fait, dans le jeu qui fait que ça sauve tout le titre, en fait. C'est ça qui fait la qualité du titre. C'est un jeu que tu vas aimer malgré ses défauts, quoi. Oui, tu sais, après, je vais pas faire de parallèle foireux, hein, mais comme je disais sur Luigi's Mansion 3, tu vois, tout à l'heure, moi j'ai aimé le jeu malgré ses contrôles. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Et tu peux aimer un jeu qui est cassé techniquement et qui est pas parfait et qui rate des trucs. Oui. Et au contraire, des fois, ça le rend encore plus attachant. Parce que, au contraire, ça rend les moments d'envolée de gameplay ou de jeu incroyables, quoi. Et mémorables. Parce que forcément. Oui, mais et je pense que ça, c'est la force de Nier, c'est que tu as des moments mémorables quand tu rajoutes des scènes qui vont te marquer avec une musique grandiose et un gameplay solide. Oui, et puis en plus, c'est le combo gagnant. Puis en plus, d'après ce que j'ai compris, c'est que les thèmes abordés le sont intelligemment, quoi. C'est pas, c'est pas gros. Enfin. Oui, non, c'est pas pris avec des. Enfin, je savais pas comment le dire, mais tu vois, des petits dans le plat, quoi. Oui, c'est genre. c'est oh là là, c'est subtil. Voilà, c'est très subtil. C'est pour ça que je disais, je pense qu'il y a des joueurs qui vont faire le jeu et qui vont se dire ouais, c'était cool, et puis c'est tout. Puis d'autres qui vont se dire ah là là, il faut que je le refasse parce qu'il y a des choses que j'ai pas compris ou des choses que je veux revoir, etc. Ça peut te poser des questions. Donc là, à ce niveau-là, je pense que Yoko Taro, il est connu pour ça et il a voulu faire passer pas mal de messages là-dessus. Et donc là, bravo. Et je pense que c'est pour ça que aussi le jeu maintenant, je pense, est devenu culte quelque part.
Alors qu'au final, ouais, c'était pas un gros développement. Et d'ailleurs, le jeu a tellement marqué, maintenant on le retrouve dans plein d'autres jeux. Donc, non. J'en ai parlé il y a pas très longtemps dans Final Fantasy XIV, il y a un raid et un arc scénaristique sur Nier Automata. Oui. Bon, ça, c'est un jeu Square Enix, donc ça va. Mais maintenant, on peut jouer To Be dans Soul Calibur, je crois maintenant dans le dernier Smash Bros aussi. Donc, de toute façon, il me semble, je suis quasiment sûr qu'ils l'ont rajouté. Mais bref, quel dès qu'il y a, personnage... Bientôt, on fera la liste des personnages qui ne sont pas dans Smash Bros. Ouais, c'est un peu ça le truc. Mais c'est marrant de voir que finalement ce personnage est repris partout. Et comme tu disais, maintenant en cosplay, tout le monde adore faire des cosplays de 2B ou de 9S, quoi. C'est venu. Enfin, ça a une aura. En fait, je pense que le jeu va durer dans le temps, comme Nier à son époque. Nier, et après, c'était un jeu de niche. Il était connu, oui, il était vraiment connu. Des joueurs qui savaient que il y avait ce jeu existait et Ouais. qu'il y avait un vrai truc, un peu comme le premier Demon's Souls, quoi, par exemple, si je devais Oui, faire c'est une comparaison. ça. Et, mais c'est bien, ça prouve qu'on a encore un médium qui arrive à diffuser ces séries, entre guillemets, qui a plusieurs niveaux et que des séries mineures arrivent mineures en termes de vente, hein, et en termes de... Oui, non, mais c'est ce que moi, c'est un peu ma conclusion que j'allais faire sur ce jeu-là, c'est que tu peux avoir des objets un peu vraiment artistiques dans le jeu vidéo, des choses nouvelles, des choses qui n'ont pas forcément marché, qui vont du coup marcher derrière, parce que c'est quand même un long seller, hein, Nier Automata, et c'est bien vendu à sa sortie, mais il continue à se vendre bien. Mais je pense que c'est d'ailleurs c'est un gros carton. Et c'est un vrai problème dans la façon dont les gros éditeurs gèrent leurs licences, moi. Moi, j'ai toujours dit que les jeux payés, enfin à licence, hein, ceux qui sont sur plusieurs épisodes, payent l'épisode d'avant. C'est-à-dire que tu prends je sais pas quelle série on pourrait imaginer, mais... Dark Souls, par exemple. Oui, mais à l'inverse, c'est-à-dire que quand t'as un mauvais épisode qui sort dans une grande série, c'est pas celui-là qui va mal se vendre, parce que celui-là il va bien se vendre. C'est l'épisode d'après. Oui, c'est vrai. Et tu prends les Resident Evil, tu vois, le 7, qui est pourtant l'un des meilleurs épisodes de la série depuis 15 ans, il a pas bien marché. Enfin, il a eu un succès correct, mais sans être extraordinaire. Décevant pour Capcom. Et il a payé le 6, qui lui a été un carton monstrueux, alors que c'est apocalyptique. Une daube infâme, ouais. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est-à-dire que c'est pas l'épisode mauvais qui paye l'addition, c'est vraiment celui qui vient après. Et c'est con parce que souvent, c'est celui-là qui corrige un paquet de trucs qui allaient pas dans l'épisode d'avant, parce que malgré tout, les développeurs ils sont à l'écoute des critiques, ils sont pas fous. Ils savent très bien que ça peut pas marcher, tu peux pas faire une arnaque 3 ou 4 fois, tu vas tuer ta licence. Ouais. Mais bon, c'est bien aussi que ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que des jeux qui marchent pas très très bien prennent de l'ampleur petit à petit. Alors tu parlais de Dark Souls, et effectivement tu parles de Nier Automata, c'est le même schéma, mais c'est... Oui, alors moi je trouve que c'est chose intéressant, c'est que de voir que des studios comme Square Enix soit capable de dire on va vous donner la chance à une licence pourtant quoi. On a quand même maintenu parce que quand même il y en a eu 4 jeux précédemment, mais qui sont pas vraiment ils sont vendus mais sans plus quoi. Et de dire on va vous donner l'opportunité de refaire un jeu, etc. et finalement de voir que le jeu cartonne. Mais ça c'est très bien. Et surtout que ça montre que les joueurs veulent des choses un peu différentes et sont prêts à mettre le prix et les acheter. Alors, et entre guillemets, arrêtez de nous faire, de vous dire, on va faire du Assassin's Creed, on va faire du Call of Duty, on va faire du FIFA, etc. Et il en faut pour tout le monde, mais donner la chance aussi à des créateurs de pouvoir sortir des jeux un peu nouveaux. À des éditeurs comme Activision, Electronic Arts ou même Ubisoft, parce que Ubisoft à une époque ils sortaient comme ça des projets un peu atypiques, etc. Puis ils le font encore un peu quand même, mais c'est léger, ça reste pas, ça reste léger, mais bon, ils ont sorti effectivement des petits jeux avec leur studio, avec une logique un peu indé, mais c'est bien qu'ils essayent de le faire, mais surtout moi je trouve que ça prouve un jeu comme Nier, et on en a parlé précédemment avec la série des Dark Souls, où quand tu laisses un créateur faire ce qu'il veut de son jeu, sans avoir les problématiques marketing derrière, etc., ça marche. Oui, alors pas tout le temps, tu prends un pari. Non, pas tout le temps, mais c'est un pari. Mais de toute façon, tu peux pas avoir une série, entre guillemets, une super production huilée comme un Call of Duty, elle peut pas prendre de risques. C'est pas possible. Donc les enjeux sont trop gros, il y a trop de gens qui bossent dessus, ils ont une recette. C'est ce que je disais, tu peux avoir effectivement les gros AAA où ça va être bien carré, huilé, tous les ans, la Call of Duty, etc. Ceci dit, on a bien vu les ventes... qui s'effondrent, fluctuent fortement parce que les gens sont saoulés de devoir jouer tous les gens globalement la même chose avec... En gros, t'es obligé de d'en sauter 2 pour retrouver un peu le plaisir du jeu. Ça va, je devrais pouvoir en acheter un, j'en ai sauté 14.
Oui, non, mais c'est ça, tu vois. Par exemple, on avait déjà parlé, je sais plus, de Call of Duty. Moi, j'avais fait le dernier que j'ai fait, c'est Infinity Warfare. Et le précédent, c'était Modern Warfare 3. Autant te dire. Et j'ai pas eu l'impression de vraiment d'avoir quitté l'univers, tu vois. Donc c'est pour dire. Et pourtant, j'en ai raté un paquet. Moi, j'ai pas joué depuis le 2. Donc, Voilà, donc tu vois, et visiblement le dernier a l'air plutôt bien, si Ouais. je fais un petit bah, aparté, c'est étonnamment. ce qu'on verra, justement, je te dis. Oui. Parce que est-ce que lui, il va relancer un peu la série? Je Je- crois pas trop, mais. J'y crois pas trop, mais bon, je pense que tu vois, c'est nul et marronnier, quoi, un petit peu. Alors qu'on peut avoir des double A, où si tu laisses vraiment le créateur faire ce qu'il veut, bah, c'est une prise de risque, mais on a vu que certaines prises de risque, bah, ça marche. Bah, de toute façon, oui, et puis, enfin, moi je maintiens. On a des outils en plus en termes de développement, etc. aujourd'hui qui permettent, pour des budgets plus restreints, si ta direction artistique est suffisamment forte pour masquer le problème les problèmes techniques purs, tu vois, t'as pas besoin d'un truc. Oui, les cache-misère un petit peu, quoi. Même pas forcément cache-misère, c'est juste que. Oui, mais je veux dire, c'est l'ADA, oui, Voilà. techniquement, ton jeu ne sera pas pointu, Voilà. mais par contre, il aura une patte visuelle qui sera Exactement. propre à... Exactement. Et ça peut et voilà, et donc c'est des questions de coût et de réflexion. Mais c'est là où on peut jouer et oui, laisser des studios expérimenter un peu et que ce soit pas que les indés, parce que les indés. Oui, mais c'est ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gros studios disent à leur studio, un propriétaire, en disant, on vous laisse quand même une certaine latitude en fait de développement, sans tout le temps être derrière vous en disant les deadlines, il faut livrer, quoi. Bon. Bref, en tout cas, pour résumer, un Nier Automata, même aujourd'hui, c'est un jeu qui a 2 ans seulement, bientôt 3. C'est vraiment très très bien, c'est un super jeu. Voilà, si vous l'avez pas fait, faites-le. Si vous aimez la bonne musique de jeux vidéo, etc., écoutez la bande son si vous n'avez pas envie de jouer. Voilà, et en plus il est souvent en solde. Il est en solde en ce moment, donc profitez-en. Quel jeu n'est pas en solde en ce moment? À peu près tout. Même Gear 5 est à moins 50%. Oui, qui a envie de jouer à Gear 5? Ça me titille un peu. Ouais. Bon. Allez, on va passer au reco, allez. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. On passe à nos recos, coup de cœur, coup de gueule. Ce mois-ci, écoute Bruno, je t'écoute. Bon, je vais parler très rapidement d'un jeu que j'ai fait qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, qui est un walking simulator. Alors, je suis pas hyper fan de ce genre de jeu en général, mais celui-là, c'est le thème. C'est un truc sous-marin, tu vois, un peu à la Abyss. C'est Narcosis, de Honor Code. Alors, Honor Code, je sais que c'est un collectif de créateurs, mais j'ai aucune info dessus. Ils ont même pas de site officiel. Donc, d'accord. Voilà. Et Narcosis, écoute, c'est tu diriges un scaphandrier qui était dans son scaphandre au moment d'un tremblement de terre dans une station de forage de méthane en très grande profondeur. Et qui va devoir trouver un moyen de tout simplement de remonter à la surface en fait. Quand tu me dis déjà ça, tu vois, je me sens claustrophobe déjà. Ouais, alors c'est un jeu qui est très lent parce que du coup tu diriges un mec avec vraiment tu sais une armure un exosquelette de plongée quoi. Ouais, non mais déjà quand tu dis ça, déjà j'ai l'impression de me retrouver sous l'eau dans une scaphandre, tout seul dans l'eau froide, dans le noir, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ça. Alors c'est un jeu que j'ai bien aimé. Qui a des bons thèmes. Après, voilà, moi c'est le problème que j'ai avec tous les walking simulators, c'est la même chose que je reprochais à Inside, c'est quand les jeux deviennent des jeux en fait. C'est qu'à un moment le jeu va te faire des petits énigmes, des petits trucs à faire. Et tu veux dire que tu vois trop que c'est un jeu. Moi je vois les mécaniques. Voilà. C'est qu'à ce moment-là, c'est mon esprit analytique qui prend le dessus et qui zappe un peu l'ambiance. C'est pas un jeu extraordinaire sur graphiquement ni quoi que ce soit, mais ça marche. Il fait il le fait bien. Il y a des jumpscares quand il faut. Enfin, il y a bien le sentiment d'oppression là-dessus. Et puis il y a un twist final que j'ai trouvé plutôt intelligent. Voilà. C'est un jeu qui dure 4 heures. Mais qui a pas de. C'est un des meilleurs walking simulator auquel j'ai joué au final. C'est plutôt un walking simulator de survie ou d'horreur? Non, il n'y a pas d'élément de survie. C'est même le truc qui est un peu dommage, c'est que t'as une gestion de l'oxygène qui sert à rien, parce qu'elle est redondante avec autre chose. Donc, et que en gros, ça m'est jamais arrivé de mourir de ça. Alors que j'ai vraiment pas fait gaffe. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Je trouve que là, ils ont raté. Et puis surtout qu'à un moment, j'ai tourné en rond à un moment, parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait faire. Et je suis pas mort d'oxygène, c'est que le jeu a une mécanique à ce moment-là qui te fait perdre conscience automatiquement et tu recommences au dernier checkpoint. Et donc là, j'ai pas compris. Parce que les deux mécaniques entre l'oxygène et ça, elles se télescopent quoi. Ouais, mais c'est vraiment. Ouais. Donc bon, ils auraient pu en virer une des deux, je pense que ça aurait pas été un problème. Mais c'est pas un jeu de survie, enfin, y a rien à gérer, c'est juste tu essayes de t'en sortir quoi. Donc tu avances et puis t'as un chemin
un chemin et demi, on va dire. Il y a des endroits où tu peux éventuellement partir un peu à l'exploration ailleurs et te rendre compte que c'est un cul-de-sac. Mais grosso modo, c'est assez balisé. Et t'as comme je dis, quelques énigmes. Tu dois récupérer une carte à puce sur un cadavre pour pouvoir ouvrir telle porte. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Je pense pas que je vais continuer à faire des walking simulator. C'est pas pour moi. Comme je te dis, quand ils essayent de faire du gameplay, moi je vois quel est le problème de gameplay ou les trucs. Donc. Mais celui-là, c'était une bonne conclusion du coup. C'est un jeu que j'ai trouvé bien fait, bien géré dans son ambiance. Il réussit pas tout ce qu'il fait, mais... Ouais, petit jeu apéritif, pas trop cher, ça va, ça passe pas. Ouais, voilà, je l'avais pris en solde, il était à 7 € je crois, c'est très bien. J'ai Oui, passé ok. un bon moment et je l'ai fini avec plaisir. Et je te dis, le twist final, pour le coup, je l'ai trouvé intelligent et nouveau. Je l'avais jamais vu dans un genre de truc comme ça et je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est pas con. Et ouais, voilà. Ok. Donc, Bah, écoute, moi, ce mois-ci, j'avais plusieurs idées et en fait, je vais parler du lancement de Stadia. Donc, on va essayer de pas trop le troll quand même. non, on va pas troller, je suis pas le genre. Non, Hein. t'es pas le genre, c'est pas le genre à la maison, hein. Je t'ai pas envoyé Euh, 50 messages Skype cette non, semaine juste pour oh, pour te donner tous les points qui allaient pas sur ce truc. ouais, voilà. Non, mais alors, pour se situer un petit peu pour les 4 qui dorment au fond. Donc, Stadia, c'est la solution de streaming de jeux par Google, avec pour idée on y joue partout comme on veut, etc. Avec Donc, Asterix. voilà, où on veut, voilà, mais en fonction des conditions contractuelles. Oui. Alors, le produit a été lancé cette semaine, donc fin novembre. Et est-ce qu'on Et peut dire que c'est on une peut dire, catastrophe? est-ce qu'on peut dire que c'est une catastrophe? Oui, je pense qu'on peut le dire. Sachant que normalement, il y aurait donc 2 offres qui sont proposées. Actuellement, il n'y en a qu'une seule, qui est la version payante, qui est pas très chère, je crois que c'est quoi, 10 €? C'est 10 € par mois, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y aura une version plus tard gratuite. Donc l'idée déjà, pour situer un peu les choses, contrairement à un PS Now par exemple ou un Shadow, chez Stadia, en fait, il faut acheter les jeux et après on y joue en streaming. Mhm. Voilà. Déjà, rien que ça. Déjà, c'est-à-dire qu'en gros, vous payez 10 €, mais ça vous permet seulement d'accéder à une solution de streaming, mais vous n'avez pas de jeu. Bah non. Parce que Voilà. le jeu, il est sur Stadia. Et Ça- donc, voilà. si Stadia s'arrête, bah tu perds ton jeu. En gros, c'est un peu comme si Steam était une solution qui permettait de streamer un jeu sur votre n'importe quelle solution, téléphone, tablette, télé ou PC. Mais par contre, il faut quand même payer votre jeu, quoi. Bon, ça, sous le concept, pourquoi pas. Mais là où ça devient devenir très drôle, c'est que finalement, le lancement est catastrophique. C'est-à-dire que les conditions en fait, dans lesquelles on peut jouer parfaitement sont quand même très réduites. C'est-à-dire que C'est peu de déjà, dire, oui. c'est peu de le dire. C'est-à-dire que déjà, on en avait parlé ensemble, déjà, on s'était posé la question, je pense que ça va être un petit débat ce truc-là. Mais déjà, moi je trouve que le client potentiel, parce qu'il est très réduit. C'est-à-dire la base de Ah bah, clients, la jaune de chalandise, on va dire, est assez réduite, puisqu'il faut déjà avoir la bande passante nécessaire pour le faire, pour jouer Oui. au moins en Full HD ou voire 4K, parce que c'est proposé en Donc 4K moi, aussi. moi, par exemple, je suis exclu. Voilà, par exemple, toi, tu es exclu. Moi, je peux parce que j'ai la fibre 1 giga, il n'y a pas de problème, en FTTH. Moi, je suis potentiellement le bon client. Sauf que celui qui va t'intéresser, c'est quelqu'un qui n'a pas de PC, parce que si tu as un PC un peu récent, ben, tu peux acheter tes jeux sur Steam, Origin, etc., Uplay pour les plus courants jeux. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à part si vraiment tu as un PC bureautique et que tu peux vraiment rien lancer. Pourquoi pas? Les gens qui ont des portables, pourquoi pas? Sauf que... Sauf que, on va voir, je vais en parler, mais en gros, l'idéal c'est quelqu'un qui n'a ni PC ni console de jeu. Oui. Donc déjà aujourd'hui, vu qu'on peut trouver là par exemple avec les soldes du Black Friday, on peut trouver des Xbox One avec 3 jeux à 130 ou 150 €. La C'est quand même... PS4 à 200, enfin, c'est... Voilà, je fais mes courses tout à l'heure, j'ai eu une PS4 avec genre 3 jeux qui étaient à 250. La PS4, j'ai même peut-être une Pro, enfin bref. Qu'elles ont un Aujourd'hui, catalogue énorme monstrueux. et avec Voilà. des jeux pas chers, puisque on trouve des jeux sur PS4 à 20 € Voilà. en physique. Que tu peux t'abonner au PS PlayStation Plus pour avoir des jeux gratuits tous les mois, C'est que ça. tu peux très bien aussi t'abonner au PS Now avec un catalogue de jeux monstrueux, Mhm. que tu n'auras pas acheté. Que Stadia à la base a été lancé avec 12 jeux qui étaient que Ouais. des vieux trucs, Voilà, il y a eu Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2. dont moi mon préféré c'est la trilogie Tomb Raider qui était en solde en même temps sur Steam à Voilà. 25 € la trilogie, je crois. Oui, avec Et- les DLC et tout, enfin Et bref. que sur Stadia ils étaient à 60 balles l'unité. Voilà, non mais Pardon. déjà, ça veut dire, voilà, on a déjà résumé, je veux dire, il faut quelqu'un qui ait le débit suffisant, peu de latence, parce qu'il faut en parler aussi, il faut que quand même la latence soit assez réduite, parce que sinon il va y avoir un délai entre les commandes de la manette et ce qui se passe à l'écran.
Donc quelqu'un qui a un Mais en fait, ADSL lent, Ouais, il faut une connexion parfaitement stable. voilà, il faut une connexion qui soit stable et rapide. Voilà. Donc les gens qui ont de l'ADSL un peu pas terrible avec plusieurs personnes dessus, déjà c'est compliqué. Mais même si t'as de la fibre, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est que si t'as plusieurs personnes dessus, vu nos box un peu moisies, etc., Oui, tu vas avoir des problèmes. il peut y avoir des problèmes de, en fait, ce qu'on appelle de la qualité de service, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que les données de Stadia soient prioritaires sur le reste. Donc en fonction de comment va gérer la box l'entrée et sortie des données, ben, des fois ça peut prendre un peu plus de temps que prévu alors que ça devrait pas. C'est ça. Donc il y a ce problème-là. Il y a ensuite le problème que beaucoup de gens ont découvert et que Google s'est bien caché de dire, c'est que pour décoder le flux vidéo qui est envoyé, bah, il faut quand même que la machine derrière Elle soit elle suffisamment soit puissante. puissante. Ce qui fait que les vieux PC, si vous avez un vieux PC portable genre bureautique Toshiba que vous avez acheté en 2012 et qui vous suffit à aller sur internet, etc., à regarder des vidéos et du Netflix, Il y a peu de Bah, y chances a que des- vous puissiez jouer. et voilà, il y a très peu de chances parce que le flux qui est envoyé, alors je sais plus quel est le protocole qui est utilisé, C'est enfin du le codec. VP9 ou un truc comme ça. Je crois. Voilà, et ben ça bouffe trop de CPU d'ailleurs, à tel point que les Chromecast Ultra qui sont utilisés pour jouer sur les télés ont tendance à planter parce qu'ils chauffent trop. Fourni par Google avec la Stadia. Faut pas Voilà, l'oublier. qui sont fournis, voilà. Donc on est à un stade en fait, tous les éléments déjà, le nombre de clients potentiels qui seraient intéressés est très faible, qu'il faut en plus avoir la bonne configuration, chose que Google se cache bien de le dire, ils vous disent pas que s'ils disaient, bah monsieur, madame, il vous faut un processeur dernière génération assez puissant parce que sinon vous pourrez pas jouer, Il y aurait personne. j'ai envie de te dire, est-ce que j'ai envie de décoder un flux Stadia avec une 1070 ou une 1080 ? Mais non, mais. enfin, Ben non, j'achèterai le jeu directement, ça sert à rien, donc c'est complètement stupide. Voilà. Et puis, Donc- il y a un line-up de jeux qui est famélique et qui est Voilà. que des vieux trucs pourris. Il y a une seule exclue. Pas Pour un pourri, jeu, non, mais tu vas payer, comme tu l'as dit avant, tu vas payer plus cher des jeux qui sont déjà sortis depuis longtemps et qui Non, mais sont j'ai pas soldés partout. C'est des bons jeux, mais c'est famélique. Enfin, Oui, c'est ça. C'est le Moi, line-up c'est le line-up qui est pourri, c'est pas les jeux. Oui, j'ai le line-up, j'ai pas envie de rejouer à des jeux que j'ai Ouais, non. déjà depuis 3 ans, avec une qualité en plus, voilà. Aléatoire. Aléatoire, parce que la qualité de l'encodage vidéo va être moindre que ce que vous auriez si le jeu tournait sur Mhm. votre console ou votre PC. Et en plus, si jamais le débit baisse, ben, vous allez avoir une qualité vidéo qui va baisser. Et en plus, potentiellement, vous allez avoir du lag, donc c'est perdre des frames. Enfin, Et puis tu peux compter aussi qu'ils Ah. ils ont eu un joli bug dégueulasse avec le HDR aussi, donc avec le flux 4K, donc la version pro payante. Mm. Ils ont montré, c'est les numériques qui ont fait un article dessus, quand ils ont eu l'explication du bug, même les numériques n'y ont pas cru. Hein. C'est qu'en gros le flux HDR qui est envoyé par Stadia est pas dans la bonne plage de... Enfin, le bon encodage, ce qui fait qu'il est mal intercepté par la télé et ça te fait des aberrations chromatiques dans tous les sens. voilà, bravo. Enfin, Ouais. c'est une bêta. Voilà. C'est- Non, mais en fait, moi, ce que je trouve terrible dans cette idée, parce que je comprends l'idée de Google, elle est très intelligente, et je pense qu'ils se positionnent sur le marché en disant on va essayer de truster le marché. Et ce qui est Bah, très intelligent de le faire maintenant, parce que, par exemple, imaginons, je te l'ai dit l'autre jour d'ailleurs, les nouvelles consoles arrivent dans un an. Au fait, l'année prochaine, on aura la PS5, on aura la Scarlett. Et je pense que c'est intelligent de se dire, par exemple, aujourd'hui, si tu as une solution de streaming sur laquelle tu retrouves les gros titres des éditeurs Activision, Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix, si toi t'es joueur et que tu peux avoir ces titres-là en streaming pour 10 € par mois, bah, peut-être que tu vas te dire, bah, j'ai peut-être pas dépensé 400 ou 500 € pour une nouvelle console quand je pourrais avoir directement les mêmes jeux sans dépenser pas plus que 10 € par mois. Ouais, alors après, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Je suis d'accord, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu Non. marquer le coup, arriver en plus en premier. Je dans pense la- que, dans la je pense que livraison. l'idée elle est là. Après, je pense que leur grosse erreur qu'ils ont fait, c'est de lancer un produit qui n'était pas prêt techniquement. Oui, mais entre guillemets, ils n'avaient pas le choix. S'ils le lançaient pas maintenant, à Noël 2019, ils le lançaient quand? En même temps que les consoles, justement Non, mais tu vois, enfin, moi je pense Ils que auraient été noyés. c'est pas un produit de Noël. Tu vas pas offrir un Stadia à Noël. Non. Enfin, ça me paraît Non, ridicule. je- Ils auraient pu attendre le printemps, tu vois, ou l'été. Ouais. Voilà, et ils auraient pu justement se positionner en disant, par exemple, à l'E3 2020, en disant, sur Stadia, vous aurez les jeux que vous aurez sur PS5 et Mais sur en fait, Scarlett. ouais, mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est que si c'était lancé, s'ils avaient annoncé le truc pour le 3 2020, donc annonce de la PS5 et de la Xbox, Microsoft, enfin, en face, ils ont Microsoft et Sony, ces deux acteurs hyper implantés. Google arrive, voilà, ils auraient été mis en comparaison frontale. Et pour l'instant, ils n'ont pas d'exclus, ils n'ont pas de jeu à montrer. Bah, spécifique. justement, c'est ça, là, moi je trouve l'erreur, c'est que
Google, ils ont les moyens financiers. C'est-à-dire, si demain ils mais veulent la avoir une finance, ça fait exclue. pas tout. Oui, mais si tu veux avoir une exclue de chez Ubisoft temporaire, ou de chez Square Enix, Ah ou oui. peu importe, Non, mais ils auraient dû. il n'y a pas de problème, tu vois. Je veux dire, c'est pas un souci. Ils auraient pu très bien se positionner à l'E3 en disant nous, sur Stadia, on va avoir tel exclu de chez Ubisoft, tel exclu de chez Electronic Arts. Ce sera uniquement sur Stadia. Et vous pourrez jouer aux autres jeux développeurs tiers sans devoir acheter une console toute neuve, tu vois. Enfin, c'est un super argument marketing, je peux trouver, pour des joueurs qui disent bah non, j'ai pas envie de dépenser 400 €, tu vois, pour une nouvelle console. Oui, après, comme on dit, Après, c'est l'aléatoire de l'expérience, quoi. Voilà, C'est moi je le vois plus comme ça, mais là, de sortir un produit qui est pas fini, avec tellement de problèmes techniques et des choses qui sont risibles, que tout le monde dehors se fout d'eux. Mais moi, c'est ça qui me fait marrer quand même, c'est que qui a pu croire, enfin, je veux dire, toute personne qui a Netflix, même avec une très bonne connexion, il arrive un moment où, quand tu regardes ton truc vidéo, tu vois le petit sablier qui apparaît, ou tu sais, ou un truc l'image qui se dégrade. C'est arrivé Non, à je tout sais le monde. pas. Non, moi je sais pas ça. Toi, t'as jamais eu? Bah, t'as eu du mal. Non, mais Non, mais moi t'as la j'ai fibre, j'ai une chance d'avoir une FTTH, c'est très Voilà. stable, etc. Mais moi- je suis parti de, comme je disais tout à l'heure, je suis un tout petit pourcentage. Oui. C'est ça, bah oui, parce que je suis d'accord. Mais je veux dire, ok, mais si tu regardes Netflix en Wi-Fi ou autre, ça arrive à tout le monde. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Et se dire que on allait proposer donc une expérience complète, sans aucun problème, sur un truc aussi exigeant que le jeu, où t'as pas de possibilité de mettre de buffer, parce que Netflix, on s'en fout, si t'as une déconnexion, en général, t'as plusieurs secondes de vidéos qui sont déjà chargées. Donc il y a des micro-coupures en permanence sur Netflix, si tu t'en rends pas compte, c'est que quand on a une grosse que ça pose problème. C'est-à-dire, si t'as une micro-coupure de 20 millisecondes, ça suffit à être perceptible. Oui, bien sûr. 20 millisecondes, c'est que dalle sur un réseau Wi-Fi. Le mien, on a 7 appareils connectés en permanence, 7 ou 8 appareils, je sais pas ce qui passe. Il suffit que ma console décide que là, elle veut faire une mise à jour, c'est terminé. Non, mais le souci, tu vois, c'est là que ça devient problématique, c'est-à-dire que les conditions, en fait, pour que ton expérience de jeu soit satisfaisante, sont tellement compliquées que les clients qui sont potentiels ne sont pas les bons clients. C'est-à-dire c'est ce qu'on disait. c'est-à-dire qu'il faut déjà que tu aies la fibre. Donc déjà, bon, ça, c'est une question géographique, etc., et de pays. Donc en France, on est plutôt bien loti pour les gens qui habitent en ville ou périurbain. Déjà. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi la capacité de décodage du flux. Donc ça veut dire, on l'a déjà dit, donc il faut un équipement récent pour les PC, etc. Mais pareil, demain, on sait qu'ils voulaient l'intégrer aux télé, mais une télé à 300 €, 400 € achetée en supermarché, je doute qu'elle a la capacité pour le faire. C'est ça. Et puis, et encore une fois, moi je maintiens un truc, c'est que le line-up est pas cohérent avec ça. C'est-à-dire que... Oui, non, mais c'est un empilage de problèmes, parce que c'est-à-dire que tu te retrouves finalement, pour que les gens puissent prêter, c'est des gens qui ont les moyens d'avoir une console ou un PC pour jouer. C'est ça. Et tu leur proposes les mêmes jeux qu'ils ont déjà. Alors que l'idée de base, ce serait plutôt de proposer en fait à des nouveaux clients ou des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une console de jeu ou de pouvoir renouveler leur console de jeu pour un dernier modèle ou d'avoir un PC dernier cri, c'est eux les clients. Ben oui, parce que c'était vraiment... En plus, alors je blague en disant il y avait 12 jeux, etc., mais c'était des jeux très gamers. Quand tu regardes, c'est des trucs qui parlaient pas... c'est pas tellement grand public, ce qu'ils ont proposé. Les Assassin's Creed, etc., enfin, c'est grand public, Oui. tu vois, mais c'est quand même... Je pense qu'il y a peu de jeux, ils ont essayé d'avoir un peu de tout. Ouais, enfin, dans les 12, il y avait un jeu de combat, il y avait un beat'em all, il y avait Samurai Shodown, il y avait les 3 Tomb Raider, il y avait... 12 jeux, est-ce qu'il y a une console de jeu, enfin une solution de jeu est sortie avec aussi peu de jeux? Peut-être la Jaguar. Oui, non mais voilà, si on remonte à la Super NES ou la Mega Drive, peut-être... On se souvient comment elle a fini, quoi. Ouais, voilà, mais... Donc, mais d'ailleurs, et tout est foireux dans la communication. Ils ont tellement paniqué qu'ils ont annoncé une semaine plus tard 10 jeux supplémentaires. Mais, non, mais à un moment... c'est ça, je comprends pas comment ils ont pu rusher en fait cette communication quand ils sont capables à côté de, entre guillemets, gérer et la communication par exemple sur la sortie des pixels, etc. et de faire monter la sauce petit à petit. Et là, de sortir un truc qui ne marche pas techniquement, comment ils ne pouvaient pas savoir que ça n'allait pas marcher? Tu vois, c'est hallucinant. Venant de Google, pourtant ils ont testé des produits de merde ou des trucs qui étaient très bien qui vont arrêter. Tu sais, des fois, t'as des gens, on l'a tous vécu professionnellement, t'es dans une salle et puis t'as un mec qui te dit mais si ça va marcher, et t'as 3 techniciens qui lui disent, qui sont paniqués à l'autre bout en disant mais non, on va dans le mur. Sauf que si t'as pas envie de les écouter, tu les écoutes pas. Ouais, franchement, je serais curieux de savoir comment ça se passe chez Google en ce moment parce que sur un truc aussi stratégique, tu vois, c'est aussi critique comment échouer. Alors que tu vois, de l'autre côté, je pourrais citer Amazon qui ne fait rien aujourd'hui. Mais c'est bien, qui continue à rien faire parce que plutôt qu'annoncer des trucs foireux. Si, ils ont annoncé que ça allait arriver.
Oui, Amazon. il travaille dessus, mais tu vois, c'est la stratégie Amazon de Jeff Bezos, quoi. C'est comme avec Blue Origin pour ses fusées. Il fait son truc dans son coin tranquillement, et puis le jour où ça va arriver, bah, ça va faire mal, je pense. Peut-être. Mais c'est surtout que, enfin, après, et puis on peut enfoncer le clou dans le cercueil en parlant du xCloud de Microsoft, qui est en bêta gratuite à l'heure actuelle, qui propose plus de jeux que Stadia, qui d'après tous les retours utilisateurs est plus stable et fonctionne très bien, et a toutes les fonctionnalités attendues d'une Xbox, et en plus marche avec le pass Xbox, donc à plus de 150 jeux. Oui, non, mais c'est ça le truc, c'est ce que je dis, c'est à qu'à côté, il y a Microsoft qui a une solution de malade et qui semble fonctionner sans problème, quoi. Oui. Entre le Xbox Pass, Xbox PC Pass là, et le xCloud, Microsoft, ils sont là. Oui, et on oublie, mais tu as le PS Now qui existe depuis maintenant un bout de temps, qui marche. Oui, tout à fait. Que tout le monde oublie que tu peux jouer à Uncharted sur ton PC. Non, je peux sans pas, problème, j'ai pas la connexion pour ça. Oui, t'as pas la connexion, mais je veux dire, quelqu'un qui n'a pas une PS4 peut jouer à des jeux PS4 sur PC pour 10€ par mois. Et il a le catalogue, voilà, il y a ça, c'est que tu veux 100, 150 jeux ou peut-être même plus, je sais même plus. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire et qui ils ont espéré toucher. Comme je disais, c'est complètement bancal. C'est-à-dire que leur solution technique s'adresse à des gens qui n'ont pas besoin de cette solution. Après, moi j'avais lu un thread Twitter qui m'avait intéressé, je sais pas si je l'avais retweeté ou pas, parlant de ça en disant ils avaient la technologie et ils se sont dit bah chouette, on va la vendre, mais ils se sont pas demandé est-ce qu'il y avait vraiment un besoin pour ça. Et ça y ressemble. C'est-à-dire que ils ont développé la technologie et après ils se sont demandé comment ils allaient la vendre. Moi ce qui est pire, c'est qu'en plus il y a les 3/4 de ce qu'ils avaient présenté sur Stadia comme étant des fonctionnalités révolutionnaires, etc., ne sont pas là. Oui, mais c'est ça. Et elles seront pas là avant. L'input négatif, par exemple. Non, mais l'input négatif, ça c'est une vaste blague. Mais... Oui, non, mais je veux dire, ils parlent de solutions techniques qui aujourd'hui n'existent pas. Ils ont essayé de vendre le produit en disant vous allez voir, vous avez tel truc, tel truc. Alors, on pourrait parler l'input négatif, globalement, c'est Stadia est censé deviner par rapport à tes habitudes de jeu. Calculer à l'avance ce que tu vas faire pour justement éviter de devoir calculer en temps réel et gagner du temps. Bon courage. Super. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, on sait pas. Seconde. J'en sais rien, mais tu vois, des fois, Google, j'ai l'impression que des fois c'est juste une boîte d'ingénieurs, et les mecs qui sortent des trucs et ils se posent pas de questions, tu vois. Non, mais c'est ça. Mais après, bon, le partage de sauvegarde marche pas, les succès marchent pas. J'allais dire, c'est la sortie de l'Epic Game Store. Mais sauf que c'est pire, l'Epic Game Store, c'est qu'une boutique. Oui, c'est ça. Voilà, c'est que tu t'en fous, ton jeu, tu l'as, et il marche bien. Mais moi, je crois surtout, je vais conclure parce que sinon on va pas durer trop longtemps, oui. Mais moi je dirais, les gens, ce qui me fait le plus rire, c'est les gens qui défendent la solution, qui sont là, genre c'est trop bien, etc. Moi, je pense comme j'avais dit sur Twitter, on a retrouvé les gens qui ont acheté la Jaguar et la Nomade, tu vois. Oui, non, mais après, je pense que comme tu dis, tu peux avoir un tout petit pourcentage de gens pour qui, effectivement, c'est une solution qui leur convient. Ils achètent leur jeu, ils appuient sur un bouton et le jeu est là, et il est beau. Moi, je suis persuadé, par exemple, tu vois, une télé, c'est les gens pour imaginer, qui ont une télé sous Android, un modèle plutôt haut de gamme, etc., qui auraient une vidéo YouTube sur un jeu, et avec, comme il disait, tu peux partir directement du jeu dans YouTube pour reprendre directement, etc., ou directement lancer une application, prendre une manette et jouer tout de suite sur ta télé. Ouais. Techniquement, ça donne envie, parce que tu n'as plus besoin de console, tu n'as plus besoin de ça, etc., c'est vachement bien. Mais le souci, c'est que derrière, ça va s'adresser à des gens qui ont déjà qui ont une grosse télé, parce qu'il faut les capteurs de calcul embarqués dans la télé pour décoder le flux qui est trop gourmand, il faut la fibre qui va bien, etc. Enfin, ça demande, c'est trop de prérequis en fait. Ouais. Donc bref, voilà. Stadia, on en reparlera dans un an, je pense que ce sera intéressant de voir comment ça évolue, peut-être que le produit va bien tourner, ou peut-être que, comme l'a fait sur un site internet, là, sur tous les produits Google qui vont mourir, le compte à rebours a commencé et que dans 3 ans, ça sera fermé. On verra. J'espère pas pour ceux qui ont acheté les jeux, quoi. Ceux qui ont acheté des jeux et qui en plus le défendent mordicus sur les réseaux sociaux, les mecs, je sais pas quoi faire de vous, quoi. Enfin, franchement, non, mais vraiment, quoi. Je veux pas être méchant, mais je disais, c'est les mecs qui ont acheté la 3DO en disant la 3DO, c'était l'avenir. C'est l'avenir et Nintendo et Sega vont mourir. Comploter. Voilà. C'est pas de la faute de la 3DO si elle a coulé, tu le sais bien. Voilà, la Mega CD32, c'est. Et la Jaguar, c'était la 64 bits, c'était l'avenir. Voilà, c'est ça. Et 64 boutons sur la manette aussi. Ouais, non, mais. Désolé, hein, mais bon, vous allez payer 10€ par mois. Alors que, on en a pas parlé, mais la version gratuite,
Ça, par contre, c'est intéressant. Bah. Ouais, enfin, faudra voir. Moi, Faudra voir, mais bizarrement, il est pas dispo, comme par hasard, tu vois. Bon, je comprends l'idée d'ailleurs, c'est un peu de limiter le nombre de clients potentiels, parce que si tout le monde se précipite dessus et qu'il tue les serveurs... Il voulait faire un soft launch. Voilà, mais si tu te dis effectivement, t'as une télé, tu achètes une manette, et puis tu peux jouer, acheter un jeu comme ça, n'importe lequel qui vient de sortir, et y jouer tout de suite sur télé, sans PC, sans console, disons que c'est élégant et attirant comme idée. Mais extérieurement. Ouais. Ouais, parce qu'au final, t'achètes une Switch et tu l'as en nomade, et tu joues partout. Oui, et mais... Non, mais tu vois... Tu souffles, mais oui, nous, on n'est pas la cible. Non, et comme je disais, la cible, elle est tellement réduite que... Voilà. Ça marchera pas. Enfin, peut-être pas. On verra. On va arrêter. On va faire une annonce à la Puyo. Tous les voyants sont au rouge. Non. Moi, je suis pas Nostradamus là-dessus. Non, moi, je sais pas. Je pense que je vois, comme je disais, peut-être le positionnement de Google par rapport à la concurrence et ce qu'ils veulent faire. Maintenant, est-ce que ça marchera? Sauf que la concurrence, elle est là et elle a des solutions qui marchent. Oui. C'est ça la différence, c'est que c'est pas novateur ce qu'ils font. Et on n'en a pas parlé, mais effectivement, la PS5 qui annonce la rétrocompatibilité PS4, pour moi déjà, c'est la killer app qui va tuer tout le monde. Complètement. Voilà. Le fait que la prochaine génération de consoles est rétrocompatible... Ça, ça tue le marché direct. La Xbox, clairement, la Xbox, je sais pas comment on va l'appeler, la Scarlett, sera compatible avec elle, tout le catalogue Xbox, on le sait, parce qu'ils ont quasiment tout réémulé la 360 sur la One déjà. De toute façon, c'est pas comme s'ils avaient le choix. Ah oui, non, mais ils ont pas le choix, mais c'est super. C'est très bien, mais sauf que bon, vous êtes sur des PC fermés, tant pis, hein, jouer sur PC c'est mieux. Bon, on va conclure sur ça. Écoute Bruno, je te remercie. On se dit dans quelques semaines pour un petit épisode de Noël. Oui, qu'on essaiera de faire plus tôt. Ouais, plutôt juste avant Noël. Non, on le fait avant Noël. Allez, promis, juré. Tu vas parler de quoi je sais pas trop parce que y a un autre podcast qui est très bien, qui est le Fin du Game, qui a parlé du jeu que je voulais aborder, deux jeux d'ailleurs. Ouais, Hyper Light Drifter. Donc je vous recommande d'aller écouter cet épisode-là qui est très bien. Et ils ont fait là tout récemment Resident Evil 2 Remake. Donc mais je pense que du coup je vais border. J'ai le temps de Resident Evil 7. Moi je vais regarder la date de sortie de Subnautica Below Zero. Je crois qu'il était censé sortir en début 2020. Et il était censé même pas sortir là. Il est en accès anticipé depuis un an. Ouais, ça, mais là... je regarderai, et si c'est le cas, je ferai Subnautica. Ok, super, écoute. Ouais. C'est bien, j'y ai joué aussi, donc on pourra vraiment échanger. Ouais. Bon, ok, écoute, je te remercie, merci à tous, et on se retrouve la prochaine fois. A plus. Salut.